Salut tout le monde, on se retrouve une fois de plus sur SNA le podcast. On va parler sport, pas forcément football, mais surtout sport. Et surtout, on va s'intéresser aujourd'hui aux nouvelles figures justement du paysage médiatique sportif. On va voir un petit peu quels sont ces nouveaux profils, d'où est-ce qu'ils viennent et surtout comment est-ce qu'ils ont réussi à se faire un nom dans un univers qui est hautement concurrentiel. Ça va vraiment être la thématique de ce podcast du jour. Forcément, pour m'accompagner, comme d'habitude, mon acolyte Ibrahima Traoré. Salut Ibou. Salut Mansour. Ça va? Ça va. Très bien. Et pour nous accompagner, donc je disais tout à l'heure en introduction, nouveau visage justement parce qu'il y a beaucoup de médias mainstream, on connaît beaucoup de noms, beaucoup de visages qui nous sont familiers. Mais il y en a aussi des gens comme ça qui sont en train de monter petit à petit, de se faire un nom, qui sont partis, on va dire, de rien ou quasiment de rien, mais qui, finalement, c'est le travail qui paye, la fameuse maxime, le travail paye. Et donc, notre invité, en plus, moi, je suis content de l'avoir parce que je le connais, ça fait un moment qu'on se connaît, c'est Elton Mokolo. Salut Elton. Salut Mansour, salut Ibrahima, j'espère que vous allez bien. Déjà, merci de m'inviter. C'est vrai qu'on se connaît depuis quand même bien longtemps. Ça, je ne saurais pas dire le nombre d'années, mais ça commence à… Alors, sur les réseaux, je crois que c'est 2014, 2013, 2014. Et en termes de collaboration, j'ai le mois précis, mais pas la date, avril 2016. Il m'énerve. Moi, j'ai juste un truc. Ne faites jamais un quiz contre Elton. Soit vous êtes avec lui, soit vous êtes contre lui. Mais si vous êtes contre lui, ne venez pas, vous déplacez pas, perdez pas de temps. Bon, je ne te cache pas qu'on a reçu Walid Acharchour, il nous a fait une petite confidence sur ta première. Oui, oui. Il nous a dit, Elton est très bon, Ouais. mais il a été catastrophique. C'est ce terme. oui. Il a dit, en plus, il a séparé, il a dit catastrophique. Ouais, c'est ça, ouais. Mais un mec comme Elton, quand il est arrivé dans la forme, c'était catastrophique. Tu vois, moi je lui dis, à la base, on voulait pas le garder parce que c'était un mec de l'écrit, mais il avait un fond extraordinaire. C'est-à-dire que quand tu parlais avec lui de foot hors antenne, tu disais, mais ce mec-là, c'est un crack fini. Mais par contre, il n'arrivait pas à le reproduire en émission. Donc on lui a laissé le temps de bouffer du micro. Ça, c'est un problème quand Walid il découpe. C'est-à-dire que c'est vraiment pas bon signe. En fait, pas que le fond n'était pas bon, mais en fait que la forme, parce que tu étais encore trop, on va dire, presse écrite. Exactement. Ouais. Oui, exactement. Je m'en souviens. Je vais encore vous démoraliser, mais je me souviens parfaitement de l'émission. C'était après un débrief du match de Atlético contre Retafe. C'était première journée, 32e finale de Coupe de France. Et moi, j'étais façon presse écrite, donc je décortiquais. Ouais. Mais la première émission est catastrophique parce que justement, j'étais toujours dans cette idée. Moi, je faisais de la presse écrite et j'avais pas encore effectué cette transition, à savoir que, encore une fois, on entre dans le quotidien des gens. Et ça, c'est quelque chose vers quoi je vais insister en 2022. On est dans le quotidien des gens, à savoir que avoir des connaissances footballistiques, c'est très bien, mais on est aussi là pour passer un très bon moment. C'est ça. On est aussi là pour passer un très bon moment et donc par rapport à ça, il y a quelque part un sentiment d'appartenance quand tu arrives dans une émission. Moi, à chaque fois que j'arrive sur une nouvelle émission, je pense restaurant. C'est quoi un restaurant? Je pense toujours à la première personne qui va arriver, enfin à la personne qui va arriver pour la première fois dans un restaurant. Et donc par rapport à ça, il faut lui faire passer un bon moment. Et là, pour le coup, en 2018, ce n'était pas totalement le cas parce que j'étais dans une démarche où je devais prouver, j'étais en quête de légitimité. Donc par rapport à ça, c'est comme quand tu es à l'école, tu arrives au tableau, collège Lasrizet et tout, tu déroules ta poésie. Mais ça ne marche pas forcément quand tu es dans le milieu de la presse, à savoir qu'on attend autre chose parce qu'on n'attend pas seulement des connaissances, on attend aussi que tu sois un personnage. Et ça, c'est pas un gros mot de le dire, c'est une réalité à savoir qu'il faut être aussi en mesure de séduire les personnes. Sans pour autant se dénaturer en fait. Exactement, sans pour autant se dénaturer. Mais ça, c'est un travail que je continue de faire. C'est-à-dire que ton style, tu le trouves après. Exactement. C'est-à-dire que, ça aussi, moi, c'est un truc que j'aime bien, qui m'a marqué, c'est que chacun, on est chacun dans les médias, donc chacun doit avoir sa singularité. Finalement, pourquoi est-ce que tu es reconnu par rapport aux autres? Oui, c'est pas évident de le trouver. Et toi, c'est les punchlines d'Elton, en gros. C'est-à-dire que c'est des gimmicks qui restent et qui reviennent tout le temps. Ça se travaille ou en fait, non, c'est un truc qui vient assez naturellement? Et tu sais, Ibrahima, tu as dit quelque chose qui est très important et pour moi, c'est l'une des critiques que j'aurais à faire, notamment pour les facs de journalisme, c'est la singularité. On ne travaille pas assez vers la singularité, c'est-à-dire que moi, c'est le ressenti que j'ai et ça n'engage que moi. Moi, j'ai l'impression qu'on veut standardiser. Et on veut standardiser à travers ce fameux mot que je déteste, l'objectivité. On n'a pas le même parcours. On n'a pas le même parcours.
on n'a pas le même ressenti, on n'a pas le même rapport à l'événement. Et donc, on a quelque part une singularité. On n'est pas de la même manière. Et donc, par rapport à ça, on a un ressenti qui est différent. Et moi, j'ai eu l'impression, notamment à la fac de journalisme, que tu as une volonté de standardiser. Il faut travailler sur sa singularité. Après, c'est vrai que, notamment dans les facs de journalisme, on est sur quelque chose, entre guillemets, de standard, à savoir qu'on délivre des cours. On ne peut pas être sur de l'individuel, on ne peut pas être sur du cas par cas. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire quelque chose de généraliste. Mais maintenant, pour un journaliste, notamment celui qui veut avoir de bonnes fonctions, qui veut notamment s'épanouir dans ce milieu-là, moi, c'est mon conseil, à mon humble niveau, travailler sur votre singularité. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que la singularité, tu vas travailler à travers les rencontres que tu fais, à travers les expériences que tu vas avoir, aussi à travers la confrontation, notamment par rapport au public. Et moi, c'est quelque chose sur quoi j'insiste et c'est ce qui m'a permis notamment de travailler sur cette singularité avec les fameuses punchlines parce qu'à partir du moment où tu as le public qui est au rendez-vous, là, tu dis « Ah, il y a quelque chose, il faut creuser là-dessus. Mais moi, j'insiste là-dessus sur la singularité parce que je ne peux pas faire du Wally, je ne peux pas faire du Thomas Bonavent, je ne peux pas faire du Sofiane Sowi, je ne peux pas faire du Robin Bédouk, etc. etc. Il faut surtout travailler sur cette singularité. Et c'est ça qui je trouve intéressant et important, notamment à une époque où on a eu beaucoup de gens, de jeunes qui veulent justement sortir des écoles, qui sortent des écoles de journalisme, qui commencent à intégrer les médias, qui certains veulent devenir, ils se disent eux-mêmes carrément, même pas journalistes, mais consultants. Et je trouve qu'il y en a beaucoup en fait qui, notamment, là on parle notamment de sport et de football, mais qui, bon forcément, je veux dire, quand tu rentres dans ce domaine-là, tu vas te dire, c'est qui les meilleurs, c'est qui les mecs dont tout le monde parle. Forcément, tu vas regarder ce qu'ils font. Mais je trouvais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient, entre guillemets, et même j'ai entendu certains me le dire, moi je vais être le nouveau Daniel Riolo. Je veux dire un truc tout bête, mais en fait, et moi je les regardais, je leur disais, mais tu n'as rien compris. Tu vois, genre la phrase peut-être de vieux cours, mais je disais en fait, tu n'as rien compris. Si tu veux faire du Daniel Riolo, pourquoi je vais t'écouter toi? J'ai déjà l'original. Pourquoi je veux que tu aies la copie? Trouve ton propre style. Si c'est juste pour venir faire du Riolo ou du Pierre Ménès qui était là dans la punchline pour faire de la punchline, ça n'a pas de sens. Ils le font déjà. Ils ont déjà leur public et leur audience. Toi, qu'est-ce que tu vas apporter comme plus-value? Alors, partout, je veux dire, dans tout ce que tu fais, tu vas chercher ce qui se fait de mieux. Tu vas dire, OK, ils font comme ça, comme ça et comme ça. C'est quoi leur logique? Du coup, je veux dire, après, il faut que toi-même, tu trouves ta propre logique, tes propres mécanismes. Et par exemple, là, toi, tu dis, toi, c'était des punchlines, c'était des trucs comme ça, etc. Et c'est comme ça, en fait, que tu te construis. Parce que si c'est pour singer quelqu'un, moi, je leur disais, en tout cas, notamment aux plus jeunes, je disais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et les gens même vont se lasser, ils vont dire, bah, c'est bon, on a déjà un gars qui fait ça, toi, tu viens de faire le bis, je ne vais pas t'écouter. Et les gens, ils le voient très vite, ça. Surtout avec Twitter, les réseaux sociaux, maintenant, les gens, ils le voient très vite. Et Mansour, tu marques un point et tu as dit un mot qui est pour moi très important, c'est la construction. Tu as même dit deux mots très importants, la construction et les chemins. Moi, je ne vais pas me mentir, à 18 ans, j'étais dans ce mimétisme-là. Parce que je n'avais pas de référence. Enfin, si j'avais des références, mais c'était ceux-là. À partir du moment où ils nous étaient projetés aussi bien à la télé qu'à la radio. Et donc, par rapport à ça, quand tu arrives, fac de journalisme, tu arrives, entretien avec le directeur radio et qui t'explique vous avez des modèles dans le journalisme, bah forcément, tu vas les mettre en avant. Tu vas les mettre en avant parce que tu ne vas pas dire non, j'en ai pas parce que ça peut jouer contre toi. Et donc, tu dis pour te dire que finalement, tu connais les médias parce que là-dessus, il t'est testé. Mais maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que petit à petit, tu vas trouver ta voie, tu vas trouver ton chemin pour travailler sur cette fameuse singularité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ne pas avoir la même vision qu'à 18 ans. Et ça, c'est quelque chose de très important. Si effectivement, à 25-26 ans, tu es toujours dans cette idée-là, c'est que tu as raté un truc. Parce qu'à côté de ça, tu as eu des expériences, tu as eu des moments où justement, tu as pu mettre à l'épreuve notamment tes convictions. Et moi, j'aime pas parler de certitude, j'aime bien parler de convictions. Parce que les convictions, ça t'oblige à toujours chercher. Alors que les certitudes, pour moi, ça t'enferme. Et moi, par rapport à ça, être dans ce chemin-là, dans cette construction, en tant qu'homme, et surtout en tant que journaliste, mais surtout en tant qu'homme, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et ne pas aller sur le mimétisme. Parce que si tu vas sur le mimétisme, effectivement, on va toujours préférer l'original à la copie. Moi, je veux poser une question, mais en plus, je veux vous la poser à tous les deux. Quelle place vous pensez que vous avez dans le paysage médiatique maintenant? Parce que finalement, vous n'êtes pas à la télé à proprement dit, à Canal+ ou dans quelque chose comme ça, faire des émissions, mais vous faites des émissions, il y a le podcast, vous faites le Club des 5. Est-ce que vous trouvez que vous avez quand même pas une reconnaissance? Parce que si forcément, quand tu le vois au nombre d'abonnés ou au nombre de gens qui te regardent,
et ce que tu fais. Mais dans le paysage médiatique, vous vous situerez où? Faut être à la télé pour être vraiment quelqu'un d'important médiatiquement? Non, bah d'ailleurs on avait eu ce débat il y a pas si longtemps que ça sur l'émission du WFC, à savoir si un bon journaliste était un journaliste qui donnait des infos mercato parce que tu avais dans l'idée que tu avais une notoriété qui était forcément plus grande. Moi je crois surtout que le journalisme c'est quelque chose de vaste et donc par rapport à ça, il y a de très bons journalistes mais qui sont épanouis dans différentes sections. Donc par rapport à ça, sur la reconnaissance, oui, forcément, ça te fait plaisir quand on te reconnaît, on te dit ouais, bravo, félicitations pour ton travail. Quand tu as le respect notamment. Quand tu fais tes courses. Hein Quand tu fais tes courses. Quand tu fais tes courses. Là, pas plus tard, à la fête de la musique et tout, je me baladais, on me reconnaît. Mais et surtout par ce que je considère les pairs, à savoir qu'avant tu les regardais, maintenant ils disent oui, on suit votre travail. Effectivement, ça te fait du bien parce que tu as dans l'idée que tu fais bien ton travail. Mais maintenant, la reconnaissance, c'est quelque chose de large. Ça veut dire quoi la reconnaissance? Non, c'est vrai en plus. Et surtout, en fait, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu fais ça juste pour la reconnaissance? Non, je pense qu'avant tout, c'est d'abord pour la passion. Et ensuite, c'est le travail qui va faire la différence. Par exemple, moi, je parle de mon cas. J'aime bien que quand je fais quelque chose, et là, je ne veux pas que ce soit mal interprété, quand je vais dire j'ai horreur de la critique. Dans le sens où, entre guillemets, quand on me critique, on va me dire sur ton boulot, il manque ci, il manque ça, tu aurais pu faire ça en plus, tu aurais pu faire ça en plus. Et je vais me dire, ah oui, mais putain, mais il a raison. C'est-à-dire que je n'ai pas été à mon maximum. Moi, j'aime bien que quand je fais quelque chose, ça soit au max, que je me dise, ok, là, ça va être très, très, très compliqué de faire plus, de faire mieux. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Alors, regarde, je vais te dire, parce que tu dis que tu le fais d'abord pour la passion. Mais la passion, forcément, entraîne l'ambition. Tu peux faire quelque chose par passion. Bien sûr. Mais tu as l'ambition, dans ta passion, d'être meilleur. Et plus, donc, dans le journalisme, en plus, oui. je veux dire, c'est un secteur qui est très concurrentiel. Il y a très peu de postes. Exactement. Et c'est là que justement, je trouve qu'il faut être encore, ça rejoint ce que je dis, il faut être bon dans ce que tu fais. Parce que c'est en étant bon dans ce que tu fais que tu vas te démarquer des autres. Par exemple, je prends mon cas. Moi, quand je sors d'école de journalisme, je suis chez le groupe Lagardère, ils ont plein de sites et tout. Mais moi, très vite, je fais le choix, de par mes origines, de par mes centres d'intérêt et tout, de me spécialiser dans le football, mais africain. Et à ce moment-là, à l'époque, on est en 2010, le football africain, t'en parles aux gens ici en France et tout, ça leur passe là, la CAN, ils ne regardent même pas machin et tout. Mais c'est du boulot. Après, je passe à Afrique Foot, on bosse, machin et tout, tu fais monter le site, les audiences montent, machin et tout, ça attire de plus en plus de monde, les gens commencent de plus en plus à s'intéresser à ce que tu fais. Donc, c'est là que tu gagnes aussi en légitimité, en crédibilité. Tu rêves à avoir des informations, à avoir des scoops et le téléphone commence à sonner de plus en plus. Les sollicitations, et c'est comme ça que ça se fait en fait. Et c'est comme ça que petit à petit, tu te démarques dans ton travail. Et je rejoins ce que tu disais, Elton, par rapport à la singularité. Et du coup, c'est comme ça que petit à petit, tu te fais ton petit bout de chemin à toi, mais aussi que tu deviens beaucoup plus fort, beaucoup plus consistant. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Après, est-ce que pour exister, il faut forcément être sur un gros canal? Je ne pense pas. Après, les gros canaux, c'est des accélérateurs. Exactement. Par contre, on ne va pas se mentir, c'est des accélérateurs. Demain, tu fais canal, moi, des fois, j'ai eu l'occasion de faire, par exemple, je vais dire des trucs genre TV5. Après, tu sors un peu du plateau, WhatsApp, les tatas, les machins et tout. Ils ont dit, ah, mais je t'ai mis sur TV5 Monde, machin et tout. Tu dis, wow. Tu dis, ok, en fait, je ne me rends pas compte en fait, de la puissance qu'ont certains canaux. Ça, c'est vrai. Et par contre, pour le coup, après, derrière, c'est des accélérateurs. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, je pense que ça s'est aussi passé pour toi comme ça, parce que toi, tu as eu d'abord le Club des 5. Mais après, il y a bien un moment donné où il y a eu un truc et tu as fait la bascule pour, on va dire, pas upgrader, parce que je ne dénigre pas le Club des 5 loin de là, parce qu'en plus, il y a des trucs de qualité dessus. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un déclic qui s'est fait et tout d'un coup, tu te rends compte toi-même que tu as passé 1, 2, voire 3 niveaux. Oui, c'est vrai. Je vais vous donner l'anecdote de l'année dernière. Quand tu fais la couverture média de l'équipe magazine avec Walid, voilà. Forcément, derrière, tu as davantage d'opportunités. Donc, c'est un accélérateur. À savoir que tu as Maxime Sada qui est patron de Canal et juste après sur la couverture média, Walid Acharchour et Elton Moko. Donc forcément, le regard, le positionnement est différent. Et donc ça, tu en es conscient et c'est des accélérateurs. Et arriver sur ces chaînes-là,
arriver sur les chaînes de télé, forcément, c'est des choses qui impactent. Parce que, encore une fois, notamment chez mes parents, ils regardent de ces chaînes-là. Et donc, forcément, quand ton visage est projeté, bah, forcément, c'est quelque chose Je veux dire, de un truc tout différent. même, genre, tu vois, je veux dire, par exemple, ton père qui lit l'équipe, machin, peut-être il est abonné tous les jours, C'est ça. machin et tout, et puis tout d'un coup, il voit l'équipe mag, il voit la tête de son fils. C'est ça. C'est énorme, je veux dire, Oui. ça doit être énorme pour moi, sur une Mais grosse sœur que c'est énorme. c'est là que j'en reviens. C'est ça la reconnaissance au final? Ou alors l'ambition, si tu pousses l'ambition jusqu'au bout, bah, c'est de finir quand même dans une émission, regarder du grand public et d'avoir sa place en tant que chroniqueur grâce à ce que vous, notamment, vous avez fait en ayant cette audience moindre. Non, pour moi, c'est d'être légitime dans ce que tu fais, être crédible et pouvoir vivre correctement de ton travail. Le reste, après, pour moi, c'est du bonus. Si demain, Ok. on me croise dans la rue, on me dit « Ah, machin, mais c'est Mansour, machin et tout. Machin, j'aime bien ce que vous faites, merci. J'aime pas ce que vous faites, merci aussi. » Il y en a pour tous les goûts. Non, mais il faut Oui, dire. oui, c'est vrai. Je dis, on ne peut pas perdre tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est du bonus. Après, juste dire, ouais, moi je vais faire ça pour passer là, pour bomber le torse, machin et tout, comme ils disent, ah mais attends, Mansour, on vous fait rentrer les pas droits, tout ça. Moi, c'est pas mon objectif. Après, voilà, à partir du moment où je fais ce qui me plaît, que j'en vis, que j'en fais vivre ma famille avec, ça se passe bien, c'est déjà beaucoup. Après, le reste, franchement, c'est du bonus. Après, je ne sais pas comment est-ce que toi, tu le... Alors moi je, le le trouves, vois, mais- moi, je vois ça comme une étape. Ouais. Je vois ça comme une étape parce que, encore une fois, je suis pas forcément persuadé que ça va être comme ça toute ma vie. Et donc, moi, je suis préparé à ce que parfois, il ne puisse plus y avoir ça. Et donc, moi, je vois vraiment ça comme une étape où justement, tu peux t'épanouir, mais ça ne serait pas forcément un aboutissement. Parce que moi, j'ai dans l'idée que voilà, la vie, c'est des process. Et donc, par rapport à ça, si ça arrive, ça arrivera. Et du coup, ça veut dire quoi? Tu penses déjà au coup d'après, c'est quoi Oui, le cheminement? Mais il pense aussi dans l'autre sens. Il se dit que peut-être que ça peut s'arrêter. Mais bien sûr, Parce que, encore une fois, on est dans un métier qui est franchement il est très dur, hein. précaire. Franchement, Il est très précaire, encore plus avec le coronavirus qui a fait qu'aujourd'hui, il y a des effectifs qui sont de plus en plus réduits. Et moi, forcément, je suis privilégié justement de ne pas être dans ce cas-là. Et j'en mesure notamment les conséquences. Et donc aujourd'hui, il faut bien être conscient qu'aujourd'hui, ça va bien, mais il faut aussi préparer le moment où ça n'ira pas bien. Et puis surtout, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment le boulot de journaliste. Exactement. Ils pensent tous que les journalistes ils gagnent 4, 5, 6, 7 000 euros. Mais les gens qui gagnent des sommes comme ça, voire plus, c'est les top, les gens qui ont une grosse, je veux dire peut-être une grosse audience, qui sont dans des gros médias et tout. Mais la majorité, vous verrez dans les rédactions, le nombre de pigistes, c'est hallucinant. C'est un boulot qui, en fait, c'est compliqué parce qu'il y a tellement d'écoles de journalisme, de gens qui sortent d'écoles de journalisme, et il y a tellement peu de postes qui se libèrent chaque année que l'offre est supérieure à la demande et automatiquement, ça tire les salaires vers le bas parce que dans les rédactions, ils disent oh, je peux me servir quand je veux, tu n'es pas content, quelqu'un d'autre vient prendre ta place et en plus est prêt à accepter ce que tu n'as pas accepté pour moins cher. C'est ça aussi qui est très très compliqué et je rejoins Antoine dans le sens où en fait, ça peut s'arrêter. On peut te dire, toi, écoute, on ne te reconduit pas. Comme on peut dire, écoutez, les gars, on a fait une belle aventure, mais on met la clé sous la porte. Et là, c'est encore plus violent parce que c'est beaucoup de monde d'un coup pour qui ça s'arrête. Et, Ouais, c'est et pas moi je facile. te dis ça, moi jusqu'à avant le coronavirus, j'étais encore sur des live textes de match de Ligue 1, à savoir qu'il fallait faire avant-match, couverture du match, après-match. Et j'étais déjà notamment du côté du WFC. Et ça, c'est pour dire qu'on est dans un métier qui est précaire. Donc c'est pour ça, parfois, je reçois des messages, notamment via les réseaux, on me dit oui, j'ai envie de faire de la télé, j'ai envie d'être en émission, on fait comment pour rentrer? Je fais, c'est très compliqué parce que encore une fois, il ne faut pas être persuadé que ça va être quelque chose de facile, à savoir qu'il y en a de très bons qui attendent à la porte et ça va être des opportunités qui vont se présenter, mais pas pour tout le monde. Ouais. Moi, je voulais revenir sur un point, Elton, c'est la question de la légitimité. Parce que, justement, quand vous avez commencé le Club des 5, machin et tout ça, etc., je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais c'est qui ces gars? Exactement. 2, ils sortent d'où? Et de 3, pourquoi ils se permettent de dire ça? De quel droit? Ils sont qui, eux? C'est pas justement, tu vois, parce que souvent, on a l'impression qu'il faut être dans une grosse chaîne ou un gros média pour avoir le droit de tailler ou dire des choses, alors qu'en fait, la vie de tout le monde peut compter quelque part. Donc, j'imagine que c'est arrivé. Et comment est-ce qu'on se dit à un moment donné, oh, je suis légitime et je vais vous montrer pourquoi?
Oui, totalement. C'était les premières années, quand tu arrives et tout, avec le jeu des capsules sur les réseaux. Donc, on voit qu'il y a des critiques positives, parce que dans une critique, il peut y avoir une critique positive, mais il y a surtout les critiques négatives qu'on retient. Et donc, par rapport à ça, il y avait cette question de légitimité, à savoir qu'est-ce que tu as fait. Ça existait aussi bien via les réseaux, via le public, mais aussi dans les médias, à savoir qu'on te regarde, ouais, bah, au final, c'est les médias, il y a une logique de concurrence qui s'installe. Non pas que le Club des 5, par exemple, était sur la même ligne que les autres, attention, mais on est toujours dans l'idée de se dire que voilà, on va regarder ce qui se fait ailleurs et donc par rapport à ça, on va être en mesure de critiquer ou pas. Et donc par rapport à ça, oui, cette question de légitimité, les premières années, et d'ailleurs ça doit continuer, elle existait. Mais après, ça s'adoucit parce que, encore une fois, quand tu tiens une saison, et moi j'insiste là-dessus, quand tu tiens une saison notamment en étant présent, en relatant les faits, en parlant de football, au final, eh ben, forcément on va te dire, ouais, il y a quelque chose à tirer. Au final, c'est pas quelque chose de bête et méchant. C'est pas quelque chose qui a la volonté de casser pour casser. Et que cette légitimité, tu l'as construit, mais c'est une légitimité. Au final, il faut donner ce que j'appelle le dégage, à savoir que effectivement, on est là, mais on n'est pas là justement pour être dans la critique bête et méchante, mais on est aussi là pour apporter quelque chose de différent. C'est ça qui, je trouve, est compliqué. Peut-être même toi, Ibou, maintenant, tu le ressens aussi quand maintenant, vu que tu es un peu plus dans le monde des médias. Mais bon, après toi, encore, c'est différent parce qu'on va dire oui, c'est un ancien joueur, donc il est légitime. Mais quand tu commences, tu essaies de te faire un nom et tout, je trouve que c'est compliqué parce qu'il faut que tu sois légitime, comme Elton l'a dit, auprès du grand public et aussi auprès des professionnels, aussi les gens avec qui tu bosses, parce que tu vas arriver, ils font c'est qui lui. Je trouve que c'est vraiment pas évident en fait comme situation. Après, comme tu dis, moi je le vis forcément pas de la même façon que vous. Moi, il y a quelque chose qui parle pour moi, c'est que j'ai fait carrière dans le football. Donc, et puis, par contre, regarde, par exemple, moi, au tout début, par exemple, hein, le truc que je me suis dit, j'ai dit, ok, je travaille pour Canal Plus Afrique et tout ça. Ce qui se passe bien, c'est que le week-end, je vais commenter ma Bundesliga. Qui peut me dire que je ne peux pas parler de Bundesliga? C'est ça. Et ensuite, on va parler aussi beaucoup de football africain. Et donc, je suis sur un créneau où là, vraiment, tu ne peux pas me dire, non, lui, il n'y connaît rien, tu vois. Et moi, au début, je m'étais mis aussi cette barrière. Mais après, c'est surtout à Canal+, on m'a dit non, on parle de tout, mais en fait, tu vas commenter de l'Italie, tu vas commenter ci, tu vas commenter ça. Mais c'est vrai qu'au début, tu sais, moi-même, hein, je me suis restreint voilà, à un bloc où je me dis, ce bloc-là, il me correspond parfaitement, je reste dedans. Et là, je sais que c'est celui où je vais faire moins d'erreurs, en fait. Mais en fait, toi, tu dis non, c'est beaucoup plus large. Mais ça, voilà, c'est une légitimité que, par contre, que moi, je me suis mis comme barrière. Tu vois, je me dis, je ne suis pas légitime à parler de Serie A ou de Ligue 1. Et bien, en fait, si. Au final, cette question de barrière, on se la met tous. On se la met tous parce qu'au départ, comme entre guillemets, tu viens d'arriver, tu n'as pas la volonté notamment de tout renverser. Et tu te dis qu'il faut y aller étape par étape. Et cette question de légitimité, c'est pour ça que j'en parlais. Les premières années, j'étais surtout dans le fait d'être toujours le tableau, voilà, tu déroules ta poésie et tu essayes de montrer tes connaissances footballistiques. Après, ensuite, tu prends de l'assurance, tu te dis, ouais, finalement, ça fait quand même plusieurs années que tu es là et tu commences à justement prendre un peu plus de liberté. Et donc, c'est vrai que cette question de légitimité, au final, tu as la volonté, dans un premier temps, et je dis bien dans un premier temps, de se dire que, voilà, il faut se faire accepter. Il faut se faire accepter et ensuite, petit à petit, tu prends un peu d'assurance. Bon, maintenant, toi, tu es encore toujours sur le Club des 5. Maintenant, beaucoup plus sur le Winamac FC. Exactement. Ça s'est passé comment d'ailleurs ton arrivée là-bas au Winamac FC? C'est via un recrutement parce qu'à l'époque, ils cherchaient justement à renforcer leur équipe. Walid, que vous avez eu il y a quelques minutes, était déjà arrivé. Et donc, par rapport à ça, la connexion, elle s'est faite comme ça en disant que dans un premier temps, on va l'amener, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et finalement, je suis resté. Donc, rien de plus simple. C'est comme un essai. C'est comme un essai. C'est genre, pro, écoute, tu fais ton test réussi. Et après, tu ne vas même pas chercher tes affaires chez toi. Faut que tu joues le week-end. Ouais, c'est la même chose. On va parler peut-être maintenant opportunités et obstacles parce que justement, on voit que toi, il y a une ascension qui, moi, je trouve, est assez linéaire. Ça n'a pas été. Des fois, tu as des gens, c'est des fusées, tu sais, c'est tout d'un coup, ils partent zéro, boum. Toi, je trouve que c'est assez logique, palier par palier. Et ça me plaît beaucoup plus. Ça me plaît beaucoup plus parce que moi, je vois la valeur du travail, je vois le chemin. Après, il y en a qui peuvent considérer, qui peuvent se dire, ouais.
je revendique beaucoup plus de choses. Moi, je me dis que au final, par rapport à construction, c'est quelque chose qui me va le plus. Moi, je trouve, en tout cas, je trouve que c'est cohérent. Mais après, est-ce que tu as un projet en tête, te dire, ouais, si je fais ça, là, c'est l'aboutissement. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais écoute, si j'intègre une grosse boîte, que j'ai, on va dire, une certaine sécurité dans mon emploi, après, écoute, je m'assois et je deviens, entre guillemets, fonctionnaire dans cette boîte. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, c'est un aboutissement ou est-ce que tu as d'autres trucs auxquels tu aspires? De manière précise, non, parce que encore une fois, je prends vraiment en conscience du fait qu'aujourd'hui, on est dans un milieu journalistique qui change énormément. Qui change énormément parce qu'il peut y avoir des rédactions qui arrivent, qui disparaissent. Et ça, c'est quelque chose que je prends vraiment en compte. À savoir que la vérité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Et donc, par rapport à ça, c'est très difficile d'arriver, de se dire, je vais me fixer sur quelque chose. Je serais très content s'il y a des opportunités qui arrivent parce que ça récompensera le travail que j'ai fait, le travail aussi que j'ai fait avec les équipes auxquelles j'appartiens. Mais par rapport à ça, moi, je n'ai pas d'objectif concret. Alors, il y a peut-être un objectif. Ce serait le retour vers la presse écrite. Parce que j'ai vraiment la sensation que l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie parce qu'au final, il n'y a pas eu d'opportunité. Ou plutôt, il y a eu des opportunités, mais vers un autre secteur. Secteur où je suis présent aujourd'hui. Et par rapport à ça, la presse écrite, tu vois, c'est le temps de la réflexion, le temps de l'analyse. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup plus. Mais dans la presse écrite, c'est encore plus dur d'avoir une singularité si surtout tu dois faire quelque chose de généraliste. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'arrive pas à voir comment on peut, voilà, différencier quelqu'un de l'autre si, en fait, les deux, ils doivent écrire un truc qui est pour tout le monde, tu vois. En plus, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe parce qu'il n'y a pas la force de l'image. Voilà. Il n'y a pas la force de l'image. Et moi, c'est plutôt par désir personnel. C'est même pas par rapport à un désir carriériste et par rapport à quelque chose qui me définit. Et c'est vrai qu'au niveau des débouchés, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que déjà pour se distinguer, pour avoir une structure, enfin un média qui va te permettre notamment de développer tes idées, et ben ça court pas les rues. Ça court pas les rues et donc par rapport à ça, c'est extrêmement compliqué. Et puis qui va les payer aussi. C'est ça. Parce que c'est un coût. Parce que la presse écrite, on en parle certes, mais elle est un petit peu en crise quand même. Donc c'est compliqué. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent se solliciter, dire oui, machin et tout, ce serait bien que tu viennes. Tu vas dire ok, c'est intéressant. Mais là, on te dit ouais, mais tu fais le travail, mais tu sais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde. Et après, toi, tu vis comment? Parce que si tu sais, on lui disait ok, quand tu es jeune, tu te sacrifies. Hein, parce que tu te dis ouais, il faut que je me fasse ma place et tout. Mais à un moment donné, tu commences à prendre de l'âge et puis il faut penser après, tu grandis, il faut vivre. Dire, quand tu vis chez papa, maman, c'est facile. C'est ça. Il n'y a pas de loyer à payer, il n'y a pas de tapis à payer, tu sais. Des trucs comme ça. Moi, je me suis rendu compte, un tapis, ça coûte cher. Un canapé, ça coûte cher. Tu sais. Genre, quand les gens viennent le salir chez toi, tu dis, oh, c'est pas grave, tu souris. Tu l'as, ça coûte cher. Tu vois le truc. Gardez les chaussures à l'accueil. Voilà. Donc, et à un moment donné, c'est compliqué du coup de se dire ouais, machin et tout, entre ce à quoi on aspire et la réalité. Et la réalité dans ce milieu-là, malheureusement, c'est que c'est compliqué. Après, pour revenir à ce que tu disais par rapport à la singularité dans la presse, je trouve quand même, on peut encore faire des choses en écrit. Tout dépend aussi de ce que tu veux. Si tu fais de la news, forcément, il n'y a rien de plus ressemblant à une news qu'une autre news. Mais après, si c'est du reportage, de l'analyse, une chronique particulière, un truc comme ça, tu auras retrouvé des trucs. Par exemple, moi, il y a des sur certains médias ou même sur certains sites ou autres, il y a des trucs, je le lis. Par exemple, moi, je peux te dire, dans ma rédaction à Sports Africa, je lis le texte, je peux dire qui a écrit. Sans avoir lu le nom de l'auteur en bas. Parce qu'il y a un style, parce qu'il y a un phrasé. Je trouve que ça, c'est important. Et d'ailleurs, toi, Elton, je sais que tu avais écrit pour certains sites web et du coup, justement, on retrouvait la touche Elton. Pour le coup, je trouve qu'on peut encore, de ce côté-là, se faire plaisir et avoir vraiment une patte, un truc vraiment, un style qui est particulier. C'est vrai. Ça, je trouve, c'est voilà. En tout cas, c'était pour répondre à ta question, Ibou. Et moi, je voulais revenir aussi sur un truc. Forcément, je pense que comme nous tous ici, il y a souvent les gens qui t'encouragent, il y a aussi les critiques. Et malheureusement, au plus tu es exposé, et au plus il y a des critiques.
Raconte-nous un petit peu comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que tu gères tout ça. Les fameuses critiques, en plus, nous, on a de la chance, notamment sur l'émission du WFC, d'avoir le chat en face. Ouais. Donc, c'est jugement permanent, c'est-à-dire... Et d'ailleurs, moi, je le prends avec beaucoup de sourire parce que d'un côté, sur la même chose, on peut dire, toi, t'es pro ça, et juste 10 secondes après, t'es anti. Et donc, par rapport à ça, tu vois, ça me permet de prendre du recul. Ça me permet de prendre du recul parce que je me dis, au final, elle est où la vérité? Qui a raison, qui a tort? Et donc, moi, ça me tracasse pas plus. Mais c'est vrai que les premières années, tu regardes, tu tapes ton nom sur les réseaux et tout. Tu te dis, est-ce qu'il va y avoir une critique? Tu vas sur les commentaires YouTube, est-ce qu'il y aura une critique? Bon, aujourd'hui, tu fais beaucoup moins attention parce que moi, je me suis préparé à ça, mais il faut pas se mentir. Ça peut être d'une violence. Ça peut être d'une violence, faut pas banaliser, à savoir que tu donnes ton avis. Tu donnes ton avis et dès lors que tu donnes ton avis, tu vois, c'est un... Est-ce que j'allais dire ancien entraîneur du PSG, il expliquait, tu es esclave de tes mots. Donc par rapport à ça, dès que tu donnes quelque chose, forcément tu es prisonnier de ça. Et donc il y a un jugement qui va être fait, il va y avoir des critiques. Les critiques les premières années, forcément tu te dis ouais, j'arrive, moi je pense pas avoir raison, mais je pense que je dis de bonnes choses selon moi. Et je ne comprends pas forcément pourquoi c'est mal compris. Mais moi, j'ai eu la chance par rapport, tu vois, à un Walid, c'est que les critiques, elles étaient beaucoup moins sévères. Ouais. Elles étaient beaucoup moins sévères, à savoir qu'elles portaient notamment sur des choses footballistiques. Au final, c'est relatif. Tu vois, il y a eu très peu d'attaques personnelles. Donc, par rapport à ça, et je peux le dire, moi, j'ai été épargné. Ça peut arriver, c'est vrai, je ne vais pas dire qu'il n'y a jamais rien eu, mais à côté de ça, j'ai été relativement épargné. Mais ce qui est fou, c'est des attaques pour du football. C'est ça que je ne comprends pas. Écoute, tu as un avis A, l'autre il a un avis B. Ça arrive. Mais comment est-ce que du coup, juste parce que les mecs, ils ont une divergence d'opinion, ça peut partir dans des insultes, des attaques, des machins. Il y a certaines personnes, c'est leur vie aussi. C'est leur passion. Toi, ta passion, c'est le journalisme. Moi, c'était le football, de jouer au football. Nous tous, au final, notre passion, c'est quoi? C'est le football. Et il y en a, leur passion, c'est pas le football, hein. C'est le club qui supporte. C'est ça. Et ça, c'est une grande différence, en fait, que tu dois comprendre. Il y en a, ils s'en foutent de ce que toi, tu vas analyser sur le terrain ou quoi que ce soit. C'est pas leur démarche. Eux, c'est est-ce qu'ils parlent bien de mon club ou ils parlent mal de mon club? Et si d'une émission à l'autre, puisque c'est ça l'ingratitude dans ce qu'on fait, c'est-à-dire que on peut parler d'un club et dire ils ont été exceptionnels, ils ont été magnifiques, ils ont été bons, ils ont fait ci ce week-end. Et ça arrive dans le football, 3 jours après, tu te plantes. Et toi, tu viens de dire ils étaient catastrophiques. Et on dit, mais toi, tu n'as pas d'avis, non? Parce que moi, en fait, mon avis, je dois le changer tous les 3 jours. C'est ça. Mais c'est ça qui est compliqué parce que justement, et d'ailleurs, là, je pense que justement, on retrouve souvent justement des capsules comme ça. On dit, ah, regardez, il y a X temps, il disait ça, maintenant il dit ça, machin. En fait, mais ça évolue. Oui. Ça évolue. Tu ne peux pas être juste, il n'y a pas de vérité. Je veux dire, samedi tu es nul, on dit que tu es nul. Si samedi d'après tu es bon, on va dire que tu es bon. Et si entre-temps tu as bossé, que tu t'es remis les idées à l'endroit. Au final, surtout Mansour Ibrahima, la question, c'est même pas une question footballistique, il est question de sentiments et d'émotions. Alors qu'il y a ces deux éléments-là, tu vois, quand tu es dans le sentiment, quand tu es dans l'émotionnel, eh ben, tu peux te déraper parce que ça fait plus appel à la raison. Mais je trouve ça le truc en fait. Non mais Ibrahima, alors lui, il a encore plus vécu quand il était sur un terrain de football. Forcément, c'est des sentiments, c'est les émotions qui vont être appelées en avant. À savoir qu'ils vont se positionner en disant « Toi, tu as été bon, toi, tu n'as pas été bon ». Il n'y a pas de juste milieu. Parce qu'au final, on regarde le score et on se dit « Ouais, en fonction de ça, on va se décider ». Et entendre une personne, enfin, voir une personne ou entendre une personne dire que ton équipe, elle n'a pas fait bien les choses, et ben forcément, c'est quelque chose parce que c'est compliqué, parce que tu te l'appropries cette idée. Ouais. Tu t'appropries cette équipe-là, tu t'appropries notamment ces joueurs-là, et c'est irréalisable, c'est impensable de penser qu'une autre personne va la critiquer. Et ça arrive, mais tous les jours, parce que encore une fois, il est question de sentiments et d'émotions. Après, il y a des communautés qui sont plus dangereuses que certaines. Oui. Il y en a sur Twitter, n'allez pas dans leur communauté si vous voulez pas passer un sale quart d'heure. Mais c'est parce que c'est pas rationnel. C'est comme ça. Il a dit, c'est les émotions. Et voilà, c'est comme... C'est très dur d'être rationnel avec quelqu'un pour ton enfant qui va critiquer ton enfant. C'est ça. Ton enfant. Moi, je vais te donner un exemple concret. C'était sur le match Real Madrid FC Barcelone, le 3-2. Le 3-2 en Arabie Saoudite, demi-finale de Super Coupe d'Espagne. On est sur un débat. D'ailleurs, c'était après la deuxième journée de la CAN. On avait fait. C'était émission spéciale parce que c'était le Classico. Il se trouve qu'il y avait un débat comme rarement il a été musclé entre Walid et moi. Et donc, par rapport à ça, on n'était pas d'accord.
Et moi, je défendais l'idée que sur le Barça devait faire beaucoup mieux. Ouais. Et là, je vais sur les réseaux. En plus, parce qu'il y avait une capsule qui a tourné, je me prends une déferlante. Parce que eux, les gens, ils pensaient, et ils avaient. C'est leur droit, ils pensaient qu'à partir du moment où le Barça était en reconstruction, voir une personne qui arrive et qui dit que perdre 3-2 contre le Real, c'est pas suffisant, eux, ils l'ont mal pris. Parce que Walid, lui, défendait cette idée-là. Et c'était tellement clivant que ça amenait notamment les gens à se positionner. Parce que, encore une fois, il est question de sentiments et d'émotions. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à gérer. Et ça, je le dis, mais pour tout le monde. Même pour moi, même pour toi, même pour Ibrahima, à savoir que on arrive, on va nous demander à 23h de donner notre avis sur un match. D'ailleurs, je te donne une autre anecdote. On était ensemble sur Égypte-Afrique du Sud. Exact. L'Afrique du Sud, Cannes 2019. Ouais. l'Afrique du Sud marque à 9 minutes de la fin. Forcément, ton avis va changer. Ouais, ça change tout le coup. Ton avis va changer, tu vas être beaucoup plus dans le sentimental, tu vas être beaucoup plus dans l'émotionnel et tu vas dire quoi? L'Égypte, à la maison, rate sa CAN. Les gars, ils ont fait 9 points avant. Ils ont fait 9 points avant, c'était 9 points. Et d'ailleurs, je m'en souviens parce qu'ils étaient dans la poule de la République démocratique du Congo. Ils avaient mis une grosse gifle. Ils ont fait 9 points, personne ne leur disait rien. Mais pour un match, et toi tu l'as vécu sur un terrain, pour un match où à la 82e, ça peut arriver, premier match, première confrontation phase éliminatoire, un contre assassin, ta compétition elle est terminée et derrière il y a des gens qui vont arriver et qui vont devoir adapter leur avis à ça parce que on est dans l'adaptation. On est dans l'adaptation à savoir qu'on ne peut pas arriver sur quelque chose de prémâché. On est dans l'adaptation parce qu'au final on n'est que des relais. On est que des relais. Et ça, pour des gens qui sont en plus à chaud, c'est difficile à comprendre parce qu'eux, ils sont à chaud, eux, ils vont pas parler de ça. Ils vont réagir à ça. Et ce qui est très dur, c'est que justement de ne pas tomber dans ça et d'être trop complaisant finalement. Ben, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu vois, tu as dit le mot objectivité. Comme tu as dit, personne n'a une vraie objectivité. Mais tu dis, ça va peut-être faire mal à des gens ou ils ont une communauté qui est importante. Donc, je vais essayer de dire les choses, mais d'être complaisant pour pas que… Non, à un moment donné… Et encore une fois, on est sur quelque chose qui est complexe parce que c'est du football. Moi, par exemple, on a commenté les matchs du Real Madrid, Ligue des Champions. Je fais, les gars, qu'est-ce que vous voulez dire après un Real Madrid de Chelsea? Qu'est-ce que vous voulez dire après un Real Madrid-Chelsea où les deux équipes vont au bout d'eux-mêmes? Et ça, c'est quelque chose de très compliqué. Arriver à la 125e minute et dire, voilà… Manchester City ne mérite pas alors qu'au match aller, ils sont au-dessus. Le Real Madrid ne mérite pas alors que c'est eux qui vont chercher le résultat. Ils vont chercher le résultat, ils sont donnés pour mort à 1-0 à la 89e minute. Et ça, c'est quelque chose qui est très complexe. C'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, j'ai envie de dire, peu importe ce que tu vas dire, tu es dans le vrai. Et peu importe ce que je vais dire aussi, quelque part, tu es dans le faux parce que c'est des scénarios qui sont dingues en fait. Qui sont dingues, ça répond à aucune logique. C'est ça. Ça répond à aucune logique. Du coup, je trouve, même essayer de l'expliquer, quelque part, tu te mets en danger. Tu te mets en danger parce que… Plus l'émission elle est longue, plus tu dis, en fait, qu'est-ce que je dois raconter ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ça veut dire, il y a le cheminement, ça n'a voilà, même chose pour le Real PSG. Mais bien sûr. Même chose pour le Real PSG. Moi, je dis, il y a eu énormément de critiques envers le PSG. Et c'est difficile de faire comprendre que pendant 150 minutes, la meilleure équipe, c'est le PSG. C'est le PSG, c'est ça. Parce qu'au final, on s'en fout. Les gens, ils s'en foutent parce que… C'est le résultat qui compte. C'est le résultat. Et eux, ils sont dans le sentiment, ils sont dans l'émotion. Et la rationalité pour un supporter, c'est un gros mot. C'est ça. Et surtout, je veux dire, quand tu reprends cette campagne avec les champions du Real Madrid, mais le Real Madrid, tout ce qu'ils font, ça rentre. Benzema, il est en état de grâce. Je veux dire, Benzema, la balle lui fait l'épaule, but, lucarne. C'est hallucinant. Ils ont un état de grâce qui fait que tu ne peux pas l'expliquer, je veux dire, tactiquement. Voilà, il y a des choses qui s'expliquent pas. Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas expliquées. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu ne peux pas. Il n'y a rien de rationnel dans tout ce qui se passe. Et pas qu'une fois, pas deux fois. Donc, venez, on admire et puis voilà. C'est bon, tu es supporter du PSG, de City ou de quoi. Oui, tu souffres, ça fait mal. Ouais. Mais admirer juste ce qui se passe et qui est juste inexplicable. Et des fois, oui, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Ouais, c'est ça. Elton, on va revenir quand même plus sur toi avant d'aller vers la fin de ce podcast. Toi, maintenant, tu te définirais comme quoi? Comme journaliste, comme consultant, comme éditorialiste ou journaliste, un mec un peu hybride Journaliste, c'est assez large, journaliste, parce que, encore une fois, et d'ailleurs, c'est quelque chose où j'aimerais bien travailler, notamment là-dessus pour la saison prochaine, c'est davantage faire d'interviews, parce qu'à partir du moment où
tu commences à être reconnu. On a déjà fait des interviews par le passé. J'aimerais bien mener des interviews pour non pas être complet, mais être un peu plus dans cette idée. Voilà, je suis au cœur de la formation. Je donne le ressenti des acteurs parce que moi j'ai un profond respect pour les acteurs. Je vais donner un exemple. Samedi dernier, j'étais présent au jubilé de Mathieu Bonnemer. J'ai vu tous les héros de la Ligue 1 2000-2010. Et à un moment donné, pendant 5 minutes, je les regarde sur les bancs, je fais « Ah ouais !» J'ai regardé, j'étais cassette vidéo, DVD, j'achetais toujours ça à Noël. Enfin, on me l'offrait à Noël parce que j'achetais toujours ça à Noël. C'est quand même très compliqué, on m'offrait toujours ça. Et donc moi, j'aime bien cette idée-là, à savoir qu'il faut donner la parole aux acteurs. Et moi, c'est quelque chose sur quoi j'aimerais travailler. Ouais, clairement. Mais sinon, journaliste, ça va, c'est déjà beaucoup. Ouais. Et est-ce que tu te vois plus à l'avenir, genre sur un média mainstream ou alors ce que tu fais là en ce moment, c'est bien? On aspire toujours à plus. Et quand je dis on aspire toujours à plus, c'est pas pour déconsidérer les autres. Non, je sais très bien ce que je leur dois et je leur dis, pas tous les jours quand même pas, et je leur dis à l'occasion. Et dans une logique d'opportunité, tu regardes ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, je suis fermé à aucune opportunité aujourd'hui. Et surtout, par rapport à 2018, je me sens plus légitime. Je me sens plus légitime parce qu'il y a de la connaissance, il y a de l'expérience et tu t'enrichis. Donc, par rapport à ça, je me sens beaucoup plus légitime, notamment pour arriver sur des opportunités. Est-ce que tu es spécialiste Liga? Spécialiste Liga, oui, j'ai été dans un certain sens. Après, c'est ce que tu disais tout à l'heure, au final, le football n'a pas de frontières. Le football n'a pas de frontières et tu es obligé de te regarder. Tu es obligé de te regarder. Moi, j'ai eu la chance, notamment avec le club des 5, d'avoir vraiment un regard porté sur les championnats. Mais maintenant, sur la Liga, oui, ça reste mon dada pour une raison où il y a le FC Barcelone, notamment. Il y a un truc qu'il faut parler quand même, c'est de sa mémoire. C'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Parce que tu le travailles ou c'est naturel? Bah, je le travaille. Non, mais je veux dire, tu vois, il y a travail et travail. Oui, mais tu peux le travailler, mais ça rentre pas. Non, mais je pense que la vérité. Il travaille, ça rentre pas. Ça rentre pas. Non, ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer. Dis-nous, c'est quoi tes tips? Après, tu vois, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer parce qu'au final, c'est que du travail. C'est que du travail et moi, j'aime bien ça. Et d'ailleurs, on en parle souvent avec Walid. Lui, il est beaucoup plus sur le soir même, le spectacle. Le spectacle, le débat. Lui, il adore débattre. Alors que moi, je m'épanouis plus dans le travail, dans la préparation du travail. Et moi, je le dis souvent. J'ai repris d'ailleurs cette idée de Pep Guardiola qu'il avait dit un jour quand il avait reçu un prix décoratif. Et pour moi, c'est une idée qui est parfaite, à savoir que moi, j'aime bien travailler sur des sujets et avoir le moment, et je dis bien le moment où il va y avoir ce moment où je vais me dire, cette idée-là, je vais la ressortir à l'antenne. Je travaille pour ça. Je travaille pour ça. Ensuite, quand tu arrives en plateau, c'est qu'une conséquence. Mais le travail en amont, là, entre minuit, 2, 3 heures du matin, après, ensuite, il faut dormir parce que c'est très important d'avoir 6 heures de sommeil. Moi, j'adore cela parce que ce moment-là m'appartient. Ce moment-là m'appartient. Il nous aide pas. Désolé, moi, je vais te dire pourquoi il nous aide pas. Parce que exactement ce qu'il nous explique. Mais il y a des gens, ce moment-là, ils vont l'oublier. Ouais. C'est vrai. Alors que tu l'as préparé et tu sais. Et tu sais, après, tu vas te dire, ah, c'est là que j'aurais dû le dire. Mais tu l'as oublié. Toi, tu l'oublies pas. Non, mais moi, ce moment-là, il m'appartient. Et c'est pour ça, moi, que chaque soir, parce que tu as des émissions quasiment tous les jours, moi, je travaille pour ce moment-là. Ensuite, l'émission, c'est très bien. Être en interaction avec le chat, c'est très bien. Mais ça, c'est mon moment. Je suis désolé, c'est un moment qui est égoïste. C'est un moment qui est égoïste parce que. Faut se faire plaisir aussi. Ouais, parce que d'un côté, tu apprends sur le football parce que le football, moi, c'est comme la terre, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que vous irez notamment sur mes signets Twitter, il n'y a que des articles de football, mais je dois les remonter à chaque fois parce qu'il y en a tellement trop. Mais à un moment donné, il y a ce moment égoïste parce que déjà, ça me permet d'avoir des connaissances et deux, je me dis, je vais les recracher à l'antenne. Et ça, c'est quelque chose, moi, je cours après ce moment à chaque soir. Non, mais c'est vrai, il y a un peu de préparation. Il y a un peu de préparation parce que, par exemple, je sais pas, moi, quand souvent je sais que je vais à un débat, tu sais, tu connais un peu la thématique. Tu sais à peu près de quoi ça va parler. Je me dis, bon, déjà, il faut que tu te prépares un petit peu parce que tu dis,
selon avec qui je suis, ça se trouve, on va me ridiculiser au débat. Déjà, tu ne peux pas te permettre d'être ridicule. Parce que maintenant, tu sais, on commence à être déjà important. Tu ne veux pas dire aux gens, il y a une tu sais, réputation. il y a une réputation, il ne faut pas venir t'atomiser. Donc, tu dis, quand même, il faut que j'aiguise un petit peu quand même quelques trucs. Quoi. Après, tu dis, je pense, peut-être quand tu fais pareil, tu te dis, logiquement, il y a peut-être un cheminement du programme ou d'émission qui va se faire comme ça. Donc, il y a peut-être 2-3 trucs où je peux être fort, où je peux avoir un temps fort, machin et tout, et tu te dis, si supposons en face, on me sort ça, je sais que là, bim, je peux te renverser avec ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça que Après, tu sais, je le plus ça prépare. va, plus je m'en éloigne de ça, parce qu'il y a de l'improvisation quand Non, il y a même. une partie improvisation, Il y a mais une juste partie voilà. improvisation, mais moi, c'est surtout ce que j'ai appris, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi se laisser porter par l'émission. Ça, c'est important. Ça, ouais. c'est quelque chose de très important parce qu'on est quand même dans un show. On est quelque part dans un show, il faut se laisser porter par l'émission, à savoir qu'il va y avoir il y a une gymnastique qui est propre à chaque émission. Je ne dis pas à une émission, à chaque émission. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui appartient à cette émission. C'est difficile notamment de calquer chaque émission. Et surtout, c'est là que je voulais en dire aussi, il y a un côté, je pense, peut-être pour toi, en plus que pour d'autres, qui est remise en question permanente. Il n'y a pas une émission, je veux dire, tu ne te reposes pas sur le en te disant, bon, ben, c'est bon, par exemple, je ne sais pas, si tu vas faire l'émission lundi, mardi, mercredi, en disant, c'est bon, c'est tranquille. Je pense que chaque fois que tu vas dans l'émission, c'est comme si tu remontes sur le ring, c'est nouveau en fait. Ouais, encore une fois, on se le dit souvent avec Walid, c'est chaque soir tu remets ta ceinture en jeu. Chaque soir tu remets ta ceinture en jeu. Moi, je m'interdis cette idée d'arriver en étant en terrain conquis. Même si ça fait plusieurs années que je suis au Club des 5, plusieurs années au WFC, moi je m'interdis ça. Parce que, encore une fois, ce sera un manque de respect par rapport au public, arriver en terrain conquis. Moi, je me dis qu'il y a toujours quelque chose à apprendre et donc par rapport à ça, il faut rester aux aguets. Il faut rester aux aguets parce que, encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, on est dans une logique de concurrence. On est dans une logique de concurrence et il ne faut pas croire que tu auras ton rond de serviette sur la table chaque soir. Ouais. Et donc, moi, je suis toujours attentif à ça, à ne pas arriver en terrain conquis. On l'a compris. Alors, Elton, avant de se quitter, il y a un classique ici que font tous nos invités. Je pense que tu le connais peut-être. C'est de nous donner ton 11. Alors, il n'y a pas de règle particulière. Ça peut être ton 11 de cœur. Ça peut être pour toi le 11 le plus fort de l'histoire du football. Ça peut être un 11 à une période donnée. Un 11 de la Liga. Un 11 de la Liga. Tout ce que tu veux. Voilà. Vraiment, ton 11. Le 11... Alors Elton, là, tout de suite. Tu choisis la thématique. Ça peut être le 11 du jour aussi, hein, parce que demain, tu auras fait un autre 11. Vraiment, c'est toi qui vas. Le 11 du jour, ouais, je vais faire Déjà, donne-nous ton thème. Ce serait quoi le thème? Alors, le thème... Oh, je vais te le trouver. Bon, allez, le 11 98. Coupe du Monde 98. 11 Coupe du Monde 98. Allez. C'est intéressant ça. Hein. Coupe du Monde 98, parce que pour l'anecdote, j'ai été aux Pays-Bas, j'habitais aux Pays-Bas. Et moi, j'étais un fan de Patrick Kluivert. Donc, ça va donner une indication. Voilà. Ok, on sait qui est devant. Ça va donner une indication. Allez, 11-98. Allez, je vais mettre dans les buts, je vais mettre bien évidemment Barthez. Ouais. Je vais pas mettre Tafarel parce qu'il m'a fait pleurer au Vélodrome. Je vais mettre latéral droit, je vais mettre Thuram pour la demi-finale. Défense centrale de Sailly. Alors là, t'es obligé. Ensuite, Aldaïr. Une grosse Coupe du Monde à l'air. Ouais, grosse Coupe du Monde, Aldaïr. Allez, côté gauche, Roberto Carlos. Obligé. Ah, ça, c'est la base. Allez, milieu. Allez, devant la défense. Alors, même si c'est un rôle un peu particulier, c'est un rôle gras. Le capitaine, Didier Deschamps. Ouais. Milieu relayeur, je vais jouer en 4-4 de losange. Je vais jouer en 4-4 de losange. Je vais mettre qui en milieu relayeur? Je vais mettre qui? Allez, je vais mettre David, c'est sur le... Allez, côté gauche du losange. Et sur le côté droit, il me faut un joueur. Tu sais que j'ai eu peur que tu le mettes pas. Ah non, non, mais... Elton, si t'as pas mis Edgar Davids, là, moi, je quitte la table. Non, après, je vais mettre qui sur le côté droit? Enfin, allez, je vais mettre... Ouais, je te mets Vieira. Même s'il n'avait pas encore atteint son prime, pour moi, c'est l'Euro 2000. C'est l'Euro, ouais. Ouais, c'est davantage l'Euro 2000. Je te mets Zidane, bien évidemment. En 10. Et Ronaldo et Kluivert. Ça peut aller loin. Hein. Tu mets Vieira devant Emmanuel Petit, par exemple? Sur la Coupe, sur Ouais, sur la coupe non, du pas Monde. sur la Coupe du Monde, mais en fait, c'est à partir du moment où il y a des vides. Tu vois, je peux pas mettre
Je peux pas mettre sur le côté. Ouais, parce que sinon tu mets Ouais. petit à la place de Davis. Ouais, je comprends ce qu'il veut dire. Ouais, mais sinon, ouais, Vieira, je l'aurais enlevé parce que ça arrive un peu trop tôt, 98. Mais écoute, tu mets petit et David, et puis il faut se démerder sur le Ouais, terrain, de toute vas-y, ouais. façon. Ouais, parce que Ils vont se débrouiller et puis ils se Ouais, gèrent. Emmanuel Petit et David. En En tout plus, cas, voilà, c'est des joueurs, ils sont très forts. ils sont intelligents en intelligents. plus, donc il n'y a pas de souci Ils sont là-dessus, on s'en fait intelligents. pas. En tout cas, Elton, merci beaucoup d'être venu sur SNL Podcast. C'était un plaisir de te Ça a été un revoir. plaisir. Parce qu'en plus, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. On parle beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on se voit très peu en ce moment. Et donc, c'était l'occasion de se revoir. Beaucoup de bonnes choses pour la suite. Et surtout, j'espère que ton parcours, ton cheminement vont en inspirer plus d'un. Et surtout, peuvent peut-être montrer comment est-ce qu'on se construit, comment est-ce qu'on gravit les échelons petit à petit. Et Bou, merci aussi pour ta participation comme d'habitude. Merci à toi. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao, ciao.